Saisie par l'opposition, la justice a invalidé la victoire d'Ourou Kenyatta en raison d'irrégularités lors de l'élection du 8 août. Pourtant, peu de temps après le scrutin, les observateurs internationaux avaient estimé que l'élection s'était déroulée sans fraude massive. Que ce soit l'Union africaine, l'Union européenne, la Fondation Carter ou encore John Kerry, personne n'avait remis en cause les résultats du scrutin à part l'opposition. Quelle est désormais la crédibilité qu'il faut accorder aux propos de ces organismes quand on a encore en mémoire l'attitude des observateurs de l'Union européenne au Gabon en 2016? Peut-on continuer à croire à l'impartialité de ces observateurs occidentaux? Kenya, décision de la Cour suprême, quid de la crédibilité des missions d'observation? C'est le clou de cette émission. Chers invités, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, monsieur. Ces invités au nom de Dieudonné Lokossou, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, aujourd'hui président des nouveaux droits de l'homme Bénin. Merci encore une fois d'être là. Merci pour l'invitation. En face de vous, c'est Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tchefa, bonjour et merci d'être là également. Bonjour. Une transition et nous retrouvons nos invités pour la discussion. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Kenya a déclaré au lendemain du vote n'avoir détecté aucun signe de manipulation centralisée ou locale du vote présidentiel. Les observateurs ont été déboutés à la limite par la Cour suprême quelques jours après sa saisine par l'opposition. Dieudonné Lokossou, votre réaction en tant qu'acteur de la société civile? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que les choses se précisent en Afrique. Et chaque fois que l'on organise des élections, il y a toujours des observateurs qui viennent et c'est le même credo. À la fin des élections, les irrégularités relevées ne suffisent pas pour décrédibiliser le scrutin. Donc, c'est dès lors que ces observateurs qui sont étrangers au continent affirment tout de go que les élections se sont bien déroulées, ça peut influencer l'organe chargé de dire si les élections sont bien organisées ou pas. Donc il y a cette influence-là et je ne vois même pas, moi personnellement, pourquoi c'est des étrangers qui viennent dire que les élections se sont bien déroulées ou pas. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est quand eux, ils organisent leurs élections, est-ce que des Africains vont là-bas pour aller dire que c'est bien organisé ou pas? Mais ici, il y a quand même que l'Union africaine. Non, l'Union africaine, c'est une organisation qui a perdu toute sa crédibilité. Cette Union africaine est là. Il y a eu depuis, il faut que nous partions de l'OUA. On a organisé des élections frauduleuses au Togo. Oui, tout à fait. En 2005, il faut voir les conditions dans lesquelles le président actuel, le fils du général Eyadema Gnassingbé, est parvenu au pouvoir. Alcré était parti. Et dans le cadre de la CEDEAO, vous avez vu des militaires emporter des urnes, tirer sur des gens, il y a eu plus de 400 morts. Et pourtant, l'Union africaine, ou l'OUA en son temps, a approuvé cette victoire qui est entachée d'irrégularité. Et le même type continue. Donc, moi, je ne crois pas qu'on ne puisse pas organiser des élections sans la participation de ces gens-là. Est-ce que c'est utile avec l'expérience du Kenya où il faut féliciter les juges de la Cour suprême? On va en revenir tout à l'heure à leur réaction, à leur décision. Aimé Tchefa, en tant que sociologue, vous trouvez normal aujourd'hui que ces observateurs continuent de venir observer les élections dans ces pays alors que la plupart de leurs observations sont remises en cause? Merci. Allons avec circonspection.
pour ne pas tomber dans de la subjectivité, et juste pour faire ressortir la vérité. En fait, qu'est-ce que la Cour suprême a dit? Il faut prendre la peine de décortiquer un peu. La Cour a dit que l'institution en charge de l'organisation des élections n'a pas bien stocké les suffrages exprimés, n'a pas bien sécurisé les votes exprimés et n'a pas transmis à temps ce qui devrait réellement être fait. Donc, qu'il y a quelques biais par endroit. Et elle finit en demandant de réorganiser les élections dans un délai au plus tard de 60 jours. Elle n'a jamais dit qu'Ourou Kenyatta n'est pas élu et que c'est Raila Odinga qui est élu. Et mieux, jusqu'à aujourd'hui, à l'épilogue de la situation que nous sommes en train d'observer, personne ne peut me dire qu'il a l'assurance qu'Ourou Kenyatta ne serait pas élu. Donc, il ne s'agit pas de la féliciter. Faisons attention. La Cour, écoutez, si la Cour avait dit que les irrégularités observées et qu'à l'issue du décompte de voix, que c'est Raila Odinga qui l'emportait. Mais il n'était pas l'organe quand même à charge de prononcer les résultats des élections. Qui? La Cour constate seulement la validité du scrutin. Non, c'est pas la Cour qui donne les résultats. Ah non, il y a un organe chargé d'organiser les élections qui proclame les résultats. Et le contexte actuel ici, c'est les observateurs, par exemple, de l'Union européenne qui ont dit qu'au lendemain du vote, ils n'ont détecté aucun signe de manipulation centralisée ou localisée ou locale du vote présidentiel. J'en arrive par rapport aux observations. Oui. Partons un peu de la Cour pour mieux comprendre. Oui. C'est-à-dire l'institution à charge de l'organisation des élections les organise, proclame les résultats provisoires. Oui. Les résultats définitifs, partout au monde, sont proclamés soit par les cours ou les conseils constitutionnels ou la Cour suprême en fonction des pays. Donc, en définitive, c'est la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle ou les conseils constitutionnels qui valident. Si, au total, elles disent que vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas élu. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est très important. On n'est pas encore dans Alors, ce stade, donc, la Cour, oui, mais bien sûr, c'est la Cour qui est, je dirais, la dernière étape de validation du scrutin et qui est donc amplement impliquée dans le processus électoral du début jusqu'à la fin. C'est elle qui boucle le processus. Tout à fait. Elle est impliquée. Donc, c'est elle qui a dit qu'au regard des irrégularités observées, qu'il faut reprendre. Elle a simplement invalidé l'élection. Vous avez jamais vu ça? Vous avez jamais vu? Ça s'est passé ailleurs. Où? Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Pas en Afrique, mais ailleurs. Oui, ailleurs, ce qui s'est passé amènerait à dire, écoutez, vous êtes deux au sein d'une arène, d'accord? Vous avez fait un combat, le juge aura à dire que tel a gagné et tel a échoué. Si le juge dit, au regard des irrégularités observées, un certain nombre de problèmes se posent, reprenez. Est-ce qu'au total, on peut dire qui a gagné et qui a échoué au jour d'aujourd'hui? La question ici n'est pas de savoir aujourd'hui au Kenya qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Oui. L'élection n'a pas été organisée dans les règles de l'art et c'est ce que la Cour a relevé. Oui, j'arrive. Je demande qu'on reprenne. Mais quand dans le même temps, l'international dit par exemple qu'il n'y a pas eu de J'en arrive par rapport à l'international. J'en arrive. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un fait. Et si cette Cour, c'est une interrogation, était de mèche avec Ourou Kenyatta, et que donc nous bernais. Rien ne prouve aujourd'hui qu'elle n'est pas de mèche. C'est une interrogation. Alors, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas crier victoire, il ne faut pas applaudir, il ne faut pas s'extasier, il ne faut pas entrer dans l'euphorie. Alors, quelle est votre réaction par rapport aux observations? Par rapport aux observations, je vous dis d'abord que je suis le vice-président du Forum africain des internationalistes et experts en stratégie de développement. Nous avons cherché, enfin, nous béninois de cette organisation, à aller, mais le nombre de mandats que nous avons reçus pour toute l'Afrique de l'Ouest n'était pas suffisant. Ce n'était que 5. On a priorisé les frères togolais, les frères maliens, qui étaient plus dans le besoin que nous autres, parce que ce serait un crédit pour eux, pour mieux voir ce qui se passe dans leur pays. Je m'en vais vous dire que par rapport au processus d'observation des élections dans tous les pays du monde, il faut faire attention. Pourquoi? Quand vous prenez un observateur national
et un observateur international, les deux n'ont pas même responsabilité. Pas du tout. Vous ne pouvez pas observer réellement si vous ne comprenez pas la langue qui se parle. Vous ne pouvez pas observer réellement si vous ne connaissez pas les acteurs. Vous ne pouvez pas observer réellement si vous n'avez pas une position qui vous permet de faire un peu de participation. Oui, mais M. Tchefa, vous êtes sociologue, vous devez savoir quand même que si c'est le cas et que préalablement vous devez avoir cette notion-là, il y a une question d'immersion qui se pose. Mais bien sûr. Alors, mais est-ce que les observateurs obéissent à ces règles-là avant de débarquer dans les pays pour se prononcer finalement sur les résultats des élections? Je vous dis non. Donc, non, attendez. À partir de cet instant, vous rejoignez alors M. Lokosso qui se demande s'il est intéressant aujourd'hui que ces étrangers viennent observer nos élections. Non, attendez. Pas affaire d'étrangers. Attendez. Ça dit, je vous explique que l'observateur, surtout étranger, que voulez-vous qu'il observe? Puisque lui, il vient seulement le jour du vote et il regarde comment les gens votent. Mais toute l'opération qui a eu lieu en amont et en aval, c'est-à-dire bien avant le vote et après le vote, où ce sont les moments les plus cruciaux pour organiser des fautes, des fraudes électorales, lui ne peut pas les voir. Ah bon? Il n'en a pas qualité, il ne saura le voir. C'est possible? Je ne partage pas cet avis, parce qu'il y a l'OIF par exemple, on envoie des gens, au commencement, ils suivent jusqu'à la fin. Et les irrégularités, mais quand quelqu'un veut tricher, il prend ses dispositions. Et on n'a pas besoin forcément, et ce n'est pas le jour du scrutin qu'ils débarquent. Ils débarquent au moins, jour-là, et on leur explique des choses. Mais ce qu'on dit, ces experts ou observateurs extérieurs, mais la plupart des élections qui ont eu lieu, ils ont validé d'avance. Ça, on le sait. Et par la suite, ça même freine des élans de contestation. L'adversaire ne peut pas dire non, je ne suis pas d'accord avec les résultats. Et c'est pour cela que le rôle ici, même si c'est des insuffisants qui ont été relevés, c'est une avancée. Mais ils n'ont pas, ce n'est plus les observateurs qui ont dit que tout est parfait, mais quelle a été leur réaction depuis que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême s'est prononcée? Voilà une élection qui a été certifiée bien et c'est remise en cause. Est-ce que ce n'est pas... Ça doit faire boule de neige, ça doit donner un effet boule de neige. Et désormais en Afrique, on peut dire que au lieu d'avoir peur, au lieu de basculer dans la violence, mais on peut passer par des voies judiciaires pour avoir gain de cause. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé au Gabon, mais au moins, là, il y a eu des réserves. Mais systématiquement, ici, on organise des fraudes géantes et il y a des exemples. Les exemples des élections propres, c'est rare. Donc, toutes les élections en Afrique, c'est contesté. Donc, moi, je crois qu'il faut louer le courage de l'opposant, parce qu'il y a eu quelques années, mais il y a eu à peu près 1000 morts dans ce combat-là. 12 000. 12 000, voilà. 12 000, parce que j'ai le chiffre peut-être du Togo, où on a eu 500 morts. Est-ce que chaque fois, il faut sacrifier des Africains pour faire le bonheur aux princes qui doivent nous gouverner? Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas que nous jetions dans des théories pour embrouiller les gens, mais il faut éclairer. Je dis que ça doit servir désormais de jurisprudence et je suis parfaitement en accord avec le journaliste et pour poser la question de savoir est-ce qu'il est utile que ces gens-là viennent ici. Même si c'est à leur propre frais, mais c'est du gâchis. Ils organisent la violence gratuite. Parce que chez eux, quand on dit c'est à 18h qu'on va proclamer les résultats, vous voyez ça affiché, et personne n'a jamais contesté. La dernière élection française est un exemple pour nous. Partout aux États-Unis. C'est seulement en Afrique que ça se pose, et plus particulièrement dans les pays francophones. Il y a cette tricherie organisée. Alors, Aimé Tchefa, c'est déjà bien que vous soyez déjà impliqué dans l'observation de ces élections-là. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce silence depuis le vendredi où la Cour suprême kenyane s'est prononcée de la part des observateurs? De qui?
De la part des observateurs, oui. Non, ben écoutez, je vous ai dit, un observateur local n'a pas le même degré de responsabilité qu'un observateur étranger. Lui, il a fini d'observer, ou eux, ils ont fini d'observer, ils ont rendu compte de ce qu'ils ont observé à travers un rapport, et puis c'est fini. Que voulez-vous qu'ils disent? Ils ne sont pas un parti politique, ils ne sont pas à l'opposition, ils ne sont pas un mouvement de jeunes organisé, ils ne sont pas kenyans. Que voulez-vous qu'ils disent? Ils ne diront rien. Eux, ils ont déjà fait une mission pour laquelle ils sont accrédités. Tout ce que vous direz après, en rien ne les engage. Vous pouvez même prendre des experts pour faire une contre-expertise, en rien leur responsabilité n'est engagée. C'est pour ça que je vous disais qu'un processus électoral est vaste. C'est 8 étapes. Et vous n'avez réellement les observateurs que sur 2 étapes. Mais si aujourd'hui, cette frange de la population se cramponne sur, par exemple, la position des observateurs et estime que cette élection déjà validée par l'international ne peut pas être remise en cause. L'international ne valide pas une élection. C'est ça, s'est passé, ça a suscité des contestations ailleurs. Non, laissez-moi finir. C'est-à-dire... Vous savez que le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est l'Union africaine qui a validé les élections et c'est Jean Ping qui était vraiment à la tête de cette union-là. Non, c'était une situation, je dirais, extrêmement particulière. Et la Côte d'Ivoire a organisé ces élections. Il y a eu des résultats. Suite à beaucoup de consensus, suite à beaucoup de tergiversations, et beaucoup d'accords ont été signés. Dans tout pays, une question d'élection est une question de souveraineté nationale. Ce sont les ministères en charge de c'est dans les actes? Non, j'en arrive. C'est dans les faits? Non, j'en arrive. Ou dans les intentions? Vous savez, je suis un scientifique. Je ne suis pas habilité à dire des choses que je ne saurais prouver. Je ne serai même pas pris au sérieux. Mais ça, c'est par rapport aux étudiants que j'enseigne et par rapport à mes pairs, ils ne me prendront pas au sérieux. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller avec un peu de circonspection. Moi, je n'ai pas à applaudir et pour moi, il n'y a pas encore de jurisprudence que je citerai tant que le processus n'ira pas à son épilogue. Et si on finissait, puisque au regard des résultats qui ont été programmés, résultat provisoire par la CIEB, Uhuru Kenyatta a été élu avec à peu près 53%, 54% des voix. Tout à fait. Et si la Cour finissait et vous disait qu'il avait 56%, qu'allez-vous dire? C'est ça que vous allez applaudir. Donc, il ne faut pas être pressé. Quand on observe un fait, il faut commencer par l'observer de son déclenchement jusqu'à son épilogue. Donc, je n'ai pas de sentiment particulier par rapport à ça. Je viendrai vous donner, au besoin, si vous m'invitez, mon impression personnelle lorsque le nouveau président kenyan serait installé. Mais sans cela, je ne le ferai pas. Parlant de faits, et justement par rapport au Kenya, vous savez que déjà en 2013, il y a eu des élections que Uhuru Kenyatta avait gagnées et que Raila Odinga a contestées. Et cette même Cour s'est prononcée. La Cour a été installée en 2010. Elle s'est prononcée, elle a donné victoire au président Kenyatta. Et cette fois, cette même Cour constate qu'il y a irrégularité. Vous ne pensez pas que déjà, rien qu'à prendre ces 2 exemples-là, on peut... Moi, ça ne m'émeut pas. Quelle est la finalité? Au jour de... J'en arrive. Aller encore aux élections. J'en arrive. Je suis en train d'attirer votre attention sur quelque chose qui est très important. J'ai posé une question. Et si Uhuru Kenyatta est la Cour... Qui a installé les membres de la Cour suprême qui est là? C'est lui, Uhuru Kenyatta. Et aujourd'hui, il demande par exemple qu'on ne modifie pas. Oui. Mais bien sûr. À l'organe chargé des élections. Mais pourquoi? Parce qu'il en a la certitude, qu'il a ses hommes. Voyez un peu ce que je dis. C'est très stratégique. Pour moi, c'est la fin qui compte. Et si, après tout, c'est Uhuru qui est élu en bonne et due forme, mais vous ne pouvez même rien avoir à lui reprocher, puisque son élection Est-ce que vous avez le sentiment alors qu'il y a une pression derrière pour que la Cour rende cette décision-là? Je ne crois pas. Je ne crois pas, honnêtement. Ou je ne saurais le dire. Je donne honnêtement. Je crois qu'il faut qu'on voit les réalités en face. Il a installé des gens qui l'ont, il y a quelques années, donné gagnant. Et aujourd'hui, cette même Cour, mais ce n'est pas inventé, c'est sur des faits matériels. Alors, vous savez que la démocratie en Afrique est encore fragile. Moi, je dis même que c'est anesthésié. Et des gens se cachent, justement, derrière les déclarations des observateurs pour
se donner une certaine légitimité pour dire, ah non, les observateurs ont déjà validé. Or, la finalité, ce n'est pas l'avis des observateurs qui compte. Parce que, vous m'excusez beaucoup, il y a des observateurs qui sont manipulés. Il y a beaucoup de manipulations. Donc, moi, je dis, ça, pour moi, c'est déjà un acte courageux. Pour la première fois en Afrique, on a remis en cause les résultats d'une élection où c'est celui à qui ça profite qui a nommé les gens. Mais il y a Monseigneur de Sousa a dit, vous m'avez nommé, mais je ne vous reconnais plus. Mais ici, souvent, ce n'est pas le cas. Si vous, bon, peut-être les sentiments, les frustrations des gens qui ont voté pour un camp et on bascule les résultats, on inverse les chiffres. Ouais, si c'est encore un machin manuel, si c'est par voie manuelle, parce qu'avant on disait manuellement, on amène des corps, des gens qui sont au cimetière, mais aujourd'hui c'est électronique. Et on a agi sur le plan électronique, il y a en disséquant les faits, mais on a vu quand même qu'il y a eu des choses là qui ont été manipulées dans les ordinateurs. Alors donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, ou bon, il faut dire, il faut attendre les résultats. Si les résultats donnent encore les mêmes résultats, cette cour-là, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que, manifestement, j'ai vu quand on a déclaré, quand la cour a invalidé le scrutin, j'ai vu sur les images la grande masse. Donc, vous voyez, parfois, l'Afrique est victime de ces dirigeants qui s'abritent derrière les choses là pour dire, bon, alors que c'est des gens impopulaires. Et là, c'est là, il s'ensuit une dictature, comme ce qui se passe actuellement au Congo, dit démocratique, où le bonhomme, il a fini son mandat, on lui a accordé un bonus, il s'accroche et il organise il interdit des meetings, il balance des grades lacrymogènes. Est-ce qu'en France, aux États-Unis, ça se passe comme ça? Et en tant que cadre africain, on ne doit pas accepter des anomalies comme ça, ou des tricheurs, des gens qui n'ont pas réellement gagné, se présentent devant le peuple. Oui. Et on commence par... J'aimerais poser une question. Oui. Et si la Cour avait dit en l'état des faits, les élections n'ont pas été gagnées par Uhuru Kenyatta, mais c'est plutôt Raila Odinga. Quelle serait votre réaction? Si déjà vous êtes fasciné et que la Cour dit non... Non, mais n'estimez pas qu'on est fasciné, on est en train de lire. Non, vous avez dit... Non, vous avez dit qu'il faut féliciter la Cour. Non, on n'a pas dit ça. Ah bon, d'accord. Oui, et que ce qui s'est passé... Moi, je ne suis pas un irresponsable. Non, monsieur le Coussou, c'est pas ça. Ça dit, j'aurai le même sentiment que vous, j'ai dit à la fin. Pourquoi? Parce que... Je vais vous rappeler ceci. Vous savez, nous sommes en politique et tout est question de stratégie. Vous vous rappelez, lorsque le président Gnassingbé était mort au Togo, et que tout de suite l'armée s'est accaparée du pouvoir et l'a ainsi donné au président Faure Gnassingbé, qu'est-ce qui a été dit? Je me rappelle, le président Alpha Oumar Konaré avait crié « Retour à l'ordre constitutionnel ». Et ça a très bien validé l'élection du président Faure Gnassingbé. Plus personne n'a rien à dire. C'est pour ça que je vous dis, en politique, il n'y a pas de fait gratuit et il ne faut pas avoir de la facilité à se faire un sentiment tout de suite. Il faut attendre. Je vous dis, et si, après la reprise, d'abord, comment la Cour doit demander à ce qu'on reprenne les élections? C'est ça qui m'intéresse, moi. Et mieux... Vous ne trouvez pas normal, ça? À mon avis, non. Pourquoi? Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Non, attendez. Non. C'est pour ça que je dis, depuis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de me comprendre. La Cour a le pouvoir d'annuler des voix là où elle estime que c'est nécessaire. La Cour a le pouvoir de réorganiser, d'aller voir les chiffres proclamés, de dépouiller, de disséquer, pour donner ou redonner, pour retrancher ou pour modifier ou pour réorienter. Non. Ok, monsieur, non, j'en arrive. Monsieur, d'accord avec vous. Attendez, vous avez lu le code électoral. Pourquoi les gens font ça? Non, mais la Cour a dit, elle a justifié dans sa décision. Dans sa motivation, a dit par exemple que la commission en charge de l'élection n'a pas
conduit le processus en accord avec la constitution de ce pays. Ok. Alors moi, je n'ai pas lu la constitution kenyane, mais je vous demande, puisque vous estimez que la Cour n'a pas le droit, alors... Non, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit. Vous avez dit que la Cour ne peut pas annuler le scrutin. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors vous avez dit quoi? Voilà, j'ai dit, moi je suis étonné qu'elle demande à ce que les élections soient reprises. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit. Ce n'est pas ça. Alors, c'est-à-dire, la Cour, dans les différentes formes de décision qu'elle peut rendre, c'est la figure. Mais écoutez, elle peut également, au regard des irrégularités observées, et par rapport donc à l'annulation des voix dont elle en a le pouvoir, elle peut récompter et trouver que c'est Raila Odinga qui a gagné. Elle ne peut pas. Et ce que je vous amène à voir depuis, c'est que si les élections sont reprises aujourd'hui et que la Cour déclare gagnant le président Uhuru Kenyatta, dites-moi ce qui a été fait. Et dites-moi ce qui m'amènerait, moi, à applaudir. Et dites-moi ce qui est objet de jurisprudence. Au contraire, on n'a fait qu'employer une voie royale pour installer royalement Uhuru Kenyatta, qui maintenant serait lavé de tout soupçon et serait un président proprement élu. Et nous serons tous bernés. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas dans ce schéma. Donc vous ne croyez pas à la décision? Je suis éveillé. Est-ce que vous croyez à la sincérité du vote? Non, nous ne sommes pas à l'église. Moi, je suis là en tant que scientifique, j'observe les faits, je m'interroge, j'émets des hypothèses. Je n'ai pas de sentiment particulier ou de croyance particulière à émettre. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, avant que vous ne réagissiez, cet extrait des propos du président Uhuru Kenyatta, il dit « Nous respectons le verdict, mais nous les arriverons en temps voulu et nous réglerons le problème. » Et il a martelé 3 fois à régler le problème. Régler le problème, régler le problème. Et là, il parle de la Cour suprême. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je crois que lui-même, il a reconnu manifestement, parce que il n'a pas dit ce que la Cour n'a pas dit le droit. S'il s'était senti voler une élection, il n'allait pas dire ce qu'il a dit là. Donc moi, je crois que lui-même, en tant qu'humain, en son âme et conscience, il sait qu'il y a quelque chose d'irrégulier qui s'est passé. Il a accepté le verdict, il doit assumer. Donc moi je crois que ce n'est pas la peine de chercher. Donc ces menaces à peine voilées ne vous inquiètent pas du tout. Ben, ça dépend de la volonté populaire. Les Kenyans ne sont pas des enfants de cœur. Ils vont pas, s'ils ont réellement gagné, ils ne vont pas laisser le président agir. Vous incitez là la violence? Non, non, justement. Il y avait eu la violence à l'issue d'un précédent scrutin. C'est en 2007. Et ils ont été déférés devant la Cour pénale internationale, qui n'a rien fait au finish. On les a libérés pour insuffisance de preuves, et on ne peut pas continuer. Je crois que cette fois-ci, si la Cour avait été complice dans le précédent scrutin, au moins ici, la Cour a dit le droit. Et ensuite, je veux rappeler que moi, je n'ai jamais lu la Constitution du Kenya, on ne connaît pas le code électoral, ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Sinon, le président allait contester et ça va encore basculer dans le sang. Nous n'allons pas nous laisser intimider par la Cour suprême. Ça, c'est William Ruto, le colistier de Uhuru Kenyatta, qui parle en ces termes-là. Vous pensez que ces menaces-là vont faire basculer tant soit peu la décision prochaine de la Cour? Pour moi, nous sommes dans un jeu politique. Et ces propos-là, qui est un jeu des acteurs où chaque acteur a un rôle à jouer. Ces propos-là, n'oubliez pas ceci. Des stratégies politiques aussi. N'oubliez pas ceci. Le Kenya, allez vous renseigner, est le pays le plus violent d'Afrique. Je vous dis. Et je rappelle que quand Uhuru Kenyatta venait au pouvoir, il y a 5 ans, ce n'est pas lui qui avait installé la Cour qui a validé son élection. C'est celle-ci qu'il a plutôt installée. Ne perdons pas cela de vue. Oui, alors, dans un pays comme celui-là, où le président Uhuru Kenyatta accepte et reconnaît ce qu'a dit la Cour, la décision de la Cour, moi je suis déjà étonné par rapport à ça. Je m'étonne. Oui, je m'étonne. Je dis, si vous connaissez bien le Kenya et si vous savez ce qui les caractérise en termes de violence, mais vous avez parlé de 12 000 morts. Souvenez-vous des faits.
et puis repasser en revue l'histoire politique de ce pays, repasser en revue l'organisation socio-anthropologique de ce pays-là. Alors qu'un président comme celui-là, qui est au pouvoir, qui accepte ce que dit la Cour et attend d'observer, je vous ai dit, j'attends d'observer le fait jusqu'à son épilogue pour mieux l'apprécier dans son entièreté. En attendant les faits qui sont à notre disposition et qu'on peut apprécier, c'est bien sûr la réaction des uns et des autres. Uhuru Kenyatta estime que la Cour ne doit plus interférer dans la composition de l'IBCE, l'organe en charge de l'organisation du scrutin. Oui. Et en même temps, Raila Odinga estime qu'il n'a plus confiance en cette organisation, qu'il faut la modifier. Oui. Comment vous trouvez? Est-ce que dans 60 jours, c'est possible tout ça? Non, ce n'est pas possible. Des réformes aussi profondes qui directement vont impacter la vie politique nationale nécessitent un minimum de temps pour consulter tous les acteurs, pour pouvoir ratisser large à la recherche de consensus. Vous pensez qu'on va repousser la date du scrutin ou bien l'organe va rester? Non, a priori non. Donc on va faire la requête de ils manœuvreront avec les outils qu'ils ont en place et en main, je crois, à mon avis. Donc, à mon avis, parce que déplacer, reprogrammer, reporter, rejeter les amènerait dans une situation hors délai et donc de fait la constitution kenyane se trouverait ainsi violée par l'entremise de la Cour suprême qui en est d'ailleurs garante. Dès lors, ils ne peuvent coopérer avec les outils dont ils disposent. Mais les problèmes de fond qu'ils sont en train de poser, qui sont des problèmes très pertinents de mon point de vue, méritent d'être posés ultérieurement dans le calme et la froideur d'esprit pour pouvoir obtenir de résultats sérieux. Raila Odinga estime qu'on doit changer l'organe. C'est pas mon avis. C'est possible? C'est pas mon avis. À supposer, puisque la Constitution a prévu quelque chose. Mais en cas de vacance de pouvoir, par exemple, si le président Kenyatta était mort et ils ont 2 mois pour le faire, ne vont pas-ils le faire? Mais si on doit prendre le temps, mais ils ne le feront jamais. Donc moi je crois que ce n'est pas, comme je l'ai dit, on n'a pas pris la décision au pifomètre. Ils se sont basés sur quelque chose. Donc, quand il dit, les gars qui ont manipulé les choses là pour qu'on en arrive à ce résultat, ils ne sont plus crédibles. On ne peut même pas... Ce que l'opposition réclame, je trouve que c'est juste. Vous avez soupçonné des gens et un organe, le supérieur, a appuyé. Parce que Odinga, monsieur Odinga, a beaucoup hésité. Ce n'est pas... C'est à 2 heures de la fin de l'échéance qu'il a introduit la requête. Et si les gens se sont retrouvés... si même c'est lui qui a installé, et il y a eu ce désaveu-là, normalement, il devait abandonner le combat. Pour moi. Parce que... Mais celui qui est là, oui, il doit dire... Bon, mais s'il n'y a pas quelque chose, s'il ne s'accroche pas à quelque chose, il ne peut pas commencer par menacer. Ça, c'est des menaces qu'il faut faire à l'endroit des gens. Et à partir de ce moment, pour moi, il n'est plus, psychologiquement, il n'est plus apte à accomplir, à assumer les hautes fonctions à la tête de ce pays. Aimé Tchefa, la commission l'IBC en question estime qu'à un moment donné, la volonté du peuple kenyan est respectée, que ce n'est ni... elle affirme que ce n'est ni la volonté souveraine du peuple kenyan qui a été donc respectée, ce n'est ni donc le vote en lui-même, ni le décompte du scrutin qui a été remis en cause. Et par conséquent, opte pour des changements à l'interne du personnel. Et pendant ce temps, Raila Odinga n'a plus confiance. Uhuru Kenyatta demande à la Cour suprême de ne pas intervenir dans l'IBCE. Qu'est-ce qui est possible? Vous avez déjà dit, par exemple, qu'on doit déplacer ces problèmes et les poser en temps, au moment calme, qui n'a rien à voir avec la période électorale. Mais si en l'état, la commission même reconnaît qu'elle doit pouvoir opérer des changements, et Raila Odinga, le candidat opposant, l'exige, et que Uhuru Kenyatta demande à la justice de rester à côté, de ne pas s'en impliquer, et si on doit rester dans les délais de 60 jours, on ne pourra pas opérer ces réformes profondes. Mais qui installe... Le bout du tunnel. Comment vient-on dans cette institution et comment elle est installée? Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la Cour suprême qui le fait. C'est l'Assemblée nationale, c'est les chambres administratives, le Parlement et le Sénat, c'est ça. Et il faut partir d'élections à l'interne
au sein des partis politiques qui proposent, voyons un peu chez nous ici, comment on vient au Sénat et à la Sénat et comment on constitue une Sénat. Alors, que celui qui veille constituer demande à la Cour, qui a pour mission de valider les élections, de ne pas s'impliquer, pour moi, c'est tout à fait logique, puisque la loi n'a jamais dit que c'est la Cour ou le Conseil ou la Cour suprême qui désigne les membres de la CEB. Justement, puisque là, je m'en tiens à vos propos, puisque la Cour est censée vraiment valider le scrutin et donc n'a pas interféré. On connaît son rôle. Alors, est-ce que le président a besoin de dire cela? Si besoin de rappeler ça? Oui, attendez. Si lui, il observe qu'en l'état actuel des faits, la Cour peut-être aurait demandé de récomposer cette institution. Mais ça n'a jamais été dit officiellement quelque part. S'il en parle, certainement il doit avoir des raisons que moi je ne connais pas. Sinon, pourquoi il en parlerait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais attendez, il y a ceci qui est important et je voudrais finir avec cela. C'est très important. C'est-à-dire, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je me répète, personne n'est encore élu dans la situation actuelle. Et on ne sait pas si c'est celui qui est au pouvoir qui serait reconduit. Et je dis que d'une manière ou d'une autre, s'il est reconduit, que nous sommes dans du cinéma politique. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, c'est aussi simple que ça. S'il est réélu par hasard. Ah, par hasard? Non, s'il est réélu dans les formes où il n'y a pas de manipulation, les choses ont été reprises avec dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Puisque c'est une compétition, ils sont deux, il faut que quelqu'un réussisse. Donc, si ce qu'on a reproché à ce premier scrutin, les mêmes mots ne produisent pas les mêmes effets, mais s'il est élu, il doit être fier qu'il est élu. Maintenant, à supposer que ce soit le contraire, quelle va être sa réaction? Puisque vous avez dit que le peuple kenyan, ils sont extrêmement violents. Extrêmement. Bon, vous avez même demandé qu'on fasse recours à l'histoire. Je ne sais pas si c'est à cause des Mao, mais le monde a évolué. Le monde a évolué. Est-ce que c'est normal que les élections en Afrique, surtout en Afrique francophone, à part l'exemple kenyan, est-ce que c'est normal qu'on sacrifie des gens, des humains, que le sang coule? Est-ce que nos rois, je ne sais pas. La réponse est non. Tout le monde vous dira non. Moment, il doit éviter des propos vexatoires. Qui doit éviter? Non, le président qui a été désavoué. Il ne doit pas. Mais nous ne pouvons pas. Non, la Cour n'a pas dit qu'il a échoué, il n'est pas encore désavoué. Imaginez comment. Si c'est 2 mois que la Constitution prescrit, mais quel que soit tout ce qu'on doit manœuvrer, comment on doit manœuvrer pour parvenir à un résultat sain, mais ils doivent le faire. Donc, on n'a pas dit les 60 jours aussi, comme je l'ai dit au pifomètre. Ils sont assis certainement sur des critères de droit internes à leur chose-là pour demander, de reprendre les élections. Et ça doit être repris, puisque sur le principe, et le président désavoué n'a pas dit non. Tacitement, il est d'accord. Mais cette reconnaissance-là, malheureusement, est assortie de menaces graves pour la démocratie. Donc, on ne peut pas... S'il y a des gens qui sont soupçonnés, vous croyez que même chez nous ici, les élections sont toujours propres? Non. Nous sommes un exemple, mais c'est nous qui apprécions ce qui se passe. Eh bien, Tchefa, en Gambie, Yaya Jammeh a reconnu par exemple sa défaite et quelques jours après, 48 heures après, il revient pour dire non, je n'ai pas perdu les élections, en réalité j'ai gagné. Au Gabon, jusqu'à aujourd'hui, Jean-Ping continue de contester les élections. Et en Afrique, est-ce que la plupart du temps, on doit contester les résultats des scrutins, vu qu'on n'est pas élu? Là, vous êtes en train de poser un problème très sérieux et très pertinent. Mais voyons d'abord comment nos élections en Afrique aussi sont organisées. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous le rappelle, l'Afrique, c'est 54 États. 39 sont en conflits post-électoraux, où les conflits post-électoraux ont détruit
de façon systématique 39 États sur les 54. Donc, vous voyez que c'est un problème très sérieux et très pertinent. Quelle est la garantie qu'on offre aux acteurs politiques au sein de l'arène impliqués dans une élection et quelle est la garantie que les organes impliqués dans l'organisation des élections offrent au peuple pour montrer qu'ils sont impartiaux. Tout le problème se pose en ces termes-là. Si vous avez l'assurance que votre challenger a effectivement gagné, réellement gagné, et que ce n'est pas du leurre, c'est une vérité, je ne vois pas pourquoi vous devez contester. Et c'est de ça qu'il s'agit en Afrique. Regardez, la plupart de nos populations sont relativement petites par rapport aux Occidentaux. Et lorsque les élections sont organisées, des institutions font main basse sur ces élections, détiennent des chiffres tels qu'elles l'entendent, et puis c'est 2 semaines, 3 semaines plus tard que les résultats sont proclamés. Vous parlez du Gabon. Vous avez vu, il n'était pas 1 million aux urnes, puisqu'au total, dans ce pays, on n'a pas 2 millions d'habitants. Les votants, ceux qui étaient concernés par le scrutin, qui sont allés voter, ne font pas 700 000. Et vous avez vu pourtant le temps qui a été mis pour proclamer les résultats. Alors, s'il n'y a pas cet automatisme, s'il n'y a pas ce sérieux, s'il n'y a pas cette célérité, bien évidemment, les opposants continueront à dire qu'ils ont été désabusés et bernés par les organisateurs des élections. Dieudonné Lokossou, est-ce que les cadres travaillent à ce qu'on en arrive à ces automatismes-là? Bon, la célérité de la proclamation des résultats. Non. Si on a toujours l'esprit partisan, on peut torpiller les choses. On peut traîner, comme il a dit, en longueur. Et c'est quand même malheureux que quand les gens font... C'est un viol de la conscience des peuples. On ne peut pas organiser des élections et qu'un candidat ait gagné, qu'on sache réellement que c'est lui et qu'on intervertisse les chiffres pour proclamer un autre. Et là, ça crée, ça s'impose, on l'impose. Le cas du président qui est actuellement président au Togo. Voilà une dynastie, ça fait 50 ans qu'ils sont en place. Et là, vous avez vu, la dernière fois... Aujourd'hui, le président Faure a opté quand même pour des réformes dans le pays. Mais ça fait depuis 12 ans, il est là. Depuis 12 ans, il est là. Que dans les jours à venir, le Togo aura donc ses réformes et on pourra organiser. C'est pas sa faute s'il est là. De toutes les façons, on va sortir... Il est là comment? Il est là frauduleusement. Oui, mais c'est pas sa faute. Parce que chaque fois... Il est venu trouver une constitution qui n'a pas limité. Alors, M. on va bientôt sortir donc de cette émission. On a fermé. C'est son papa qui a modifié. Ce n'est pas lui qui a modifié. Et quand le peuple réclame, est-ce qu'on a besoin de tirer sur les gens avant d'en arriver là? Il y a un problème de conscience. Alors, Lokossou, est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous l'avez déjà dit au début, mais au vu des échanges, vous pensez aujourd'hui qu'il est impérieux que les acteurs politiques au plan national de chaque pays africain puissent véritablement organiser et suivre les élections, ou bien qu'on fasse toujours appel aux expatriés? Non, moi, ça, c'est une émission même dans notre souveraineté. Les gens n'ont pas de dignité. Ça, là, depuis 50, 60 ans pour des pays et 50 et quelques pour d'autres, mais on est encore des bébés, on doit toujours porter les chefs d'État avec le biberon occidental. Moi, lui, il est peut-être dans une sondée de développement, mais je crois qu'on peut s'organiser. Malheureusement, ici, certains membres de la société civile, lorsqu'on leur fait appel pour faire chaud là, ils migrent vers la politique. Donc, il y a des cadres compétents, il y a des gens qui, si on leur fait confiance, on leur laisse les mains libres, mais en politique, malheureusement, il n'y a pas cette liberté, on est toujours manipulé pour que le résultat soit taillé sur mesure. Non, je voudrais dire que toutes les élections partout au monde ont été observées. Et les élections, c'est une affaire de souveraineté nationale. Et si le peuple africain, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays, si le peuple africain doit en arriver au bout, il faut que nous-mêmes, Africains, nous nous prenions au sérieux. Lorsque vous êtes envahis
par des djihadistes qui sont dans votre pays et que vous faites appel à la France, ne soyez pas étonnés que c'est la France qui vous offre votre président. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la France est en train de payer une dette. Donc, je crois que nous, Africains, devons être plus réalistes et savoir que celui à qui on donne beaucoup, on exigera beaucoup de lui. Et que le voyage de milieu commence par un pas et que nous avons nous-mêmes à retrouver des solutions endogènes aux maux qui nous minent, surtout au processus de notre développement. Donc en réalité, la politique de l'assistanat fait face donc à son enjeu de développement. C'est ce que vous recommandez en tant que sociologue, anthropologue en même temps. Et vous êtes également expert en stratégie de développement. Merci donc à vous, Aimé Tchefa, d'avoir partagé votre point de vue sur cette question kenyane. Merci également à vous, Dieudonné Lokossou, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, aujourd'hui président des nouveaux droits de l'homme du Bénin. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Angle de vue consacrée à la question, à la pertinence des missions d'observation des élections en Afrique. Merci et à très bientôt.